La section des comptes de la Cour suprême engage un audit approfondi des fonds publics octroyés aux partis politiques entre 2000 et 2025. Les anciens responsables des partis récemment dissous sont tenus de transmettre au plus tard le 30 juin l'ensemble de leurs documents financiers. Le retour des réfugiés maliens reste incertain malgré un fort désir de rentrer chez eux. Cette perspective dépend en grande partie de l'amélioration de la sécurité et du rétablissement des services essentiels dans les zones d'origine. Épisode 2 de la série de la semaine dédiée aux réfugiés. Au Sénégal, 5 joueuses et 13 membres du staff de l'équipe nationale féminine de basket se sont vus refuser leur visa par l'ambassade des États-Unis à Dakar, un revers de taille alors qu'elles devaient rejoindre leurs coéquipières déjà sur place pour préparer l'Afro-Basket 2025. Les détails en fin de journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. La section des comptes de la Cour suprême a annoncé l'ouverture d'un audit sur les fonds publics alloués aux partis politiques entre 2000 et 2025. Les dirigeants des partis dissous ont jusqu'au 30 juin pour transmettre à la justice leur état financier, pièces justificatives, relevés bancaires et documents comptables couvrant près de 25 ans. Asitoumani Koulibaly. Cette décision d'audit des partis intervient quelques semaines après la dissolution des partis politiques par un décret présidentiel. Elle a été annoncée en début de semaine par le président de la section des comptes de la Cour suprême. L'audit concerne notamment la gestion de l'aide publique de l'État par les partis politiques durant la période allant de 2000 à 2025. De ce fait, ils sont donc invités à prendre des dispositions adéquates pour répondre à la demande d'ici le 30 juin prochain. Selon des estimations issues des rapports de la Cour suprême et du ministère de l'administration territoriale, plus de 8 milliards de francs CFA auraient été alloués aux partis politiques au titre de l'aide publique entre 2000 et 2018, bien que les chiffres précis varient selon les années. Du point de vue juridique, pour notre interlocuteur Mahamadou Konaté, avec le décret d'interdiction des activités politiques, cette décision semble être comme une contradiction. Un audit après dissolution des partis politiques, ce n'était prévu ni par la charte abrogée, ni par aucun texte actuellement en vigueur en République du Mali, à ma connaissance. Il y a des lois, il y a même un texte communautaire de loi ADA qui dit que l'obligation de conservation des documents et des pièces comptables est de 10 ans. Et je rappelle aussi que la charte des partis politiques abrogée, dans son article 26, également faisait obligation aux partis politiques de conserver les documents au moins 10 ans. Pour lui, la décision est assez complexe du fait que certains leaders de partis ont tiré leur révérence, donc sont incapables de fournir des éléments justificatifs sur leurs fonds perçus. C'est comme si vous convoquiez un mort, une personne décédée, au tribunal. Comment est-ce qu'il va répondre à votre convocation? Dites-moi, madame. Ka convocation si chouma. Ma chou donné ka convocation de la dame. Celui qui émet cette convocation est-il vraiment lucide? C'est la question légitime que les gens se poseraient. Parce que les partis politiques sont des personnes morales. Alors, le décès d'une personne physique équivaut un peu à la dissolution d'une personne morale. Depuis 2018, les partis politiques n'ont rien reçu selon une dépêche de Studio Tamani. À noter que ce financement devrait contribuer à l'organisation d'élections libres et transparentes. Il a aussi pour objectif de prévenir la corruption. Sur ses pages sociales, l'ancien ministre Moutaga Tall a, lui, réagi en soulignant, je cite, « Il ne s'agit pas de faire un audit pour connaître la vérité sur les comptes des partis politiques, mais simplement d'une opération en vue de les salir et de les discréditer. » Fin de citation. Le retour volontaire et durable des réfugiés maliens reste une perspective fragile, largement conditionnée par l'amélioration de la sécurité et la remise en place des services de base dans les zones d'origine. Si beaucoup expriment un profond désir de retrouver leur terre natale, les réalités du terrain rendent ce retour souvent complexe et incertain. Deuxième épisode de notre série avec Djaneba Samake. Après avoir fui leur foyer en raison des conflits,
des persécutions ou des catastrophes naturelles, de nombreux réfugiés nourrissent l'espoir de pouvoir un jour rentrer chez eux. Ce désir est souvent enraciné dans un fort sentiment d'appartenance, des liens familiaux et communautaires et la volonté de construire leur vie dans un environnement familier. J'ai des ennuis politiques au pays, donc je devrais quitter le pays. Comme vous savez, en RDC, il y a des troubles. Nous sommes opposés au pouvoir à l'époque. Donc nous avons pu traverser les pays parce que le Mali, quand moi j'arrivais au Mali, c'était en 2003-2004. Nous venons ici pour chercher refuge. L'État malien m'a accepté. Donc, je suis au Mali, j'ai vu au Mali. Je suis professeur d'université. On est mieux que chez soi, comme on dit. Si les conditions sont réunies, nous serons prêts à rentrer. Dès que les conditions sont réunies, en effet, plusieurs facteurs clés freinent considérablement le retour des réfugiés. L'absence des services de base, la perte des moyens de subsistance, l'absence de l'administration dans les zones de retour. Toutefois, l'insécurité persistante reste le principal obstacle. Donc, a kɔni ka d'an ye n'an sera ka ni kow sera ka ɲɛ minnu bɛ k'an dɛmɛ i n'a fɔ fama ninnu n'u sera ka se sɔrɔ k'an ka fanfɛla ninnu labɛn donc n'an sera ka segin ka taa a ka d'an ye. Seginni ka d'an ye sabula an ka dumuni caman an ka balo caman ninnu b'an ka so an ma bɔ n'a si ye i m'a ye wa ni hakili jigira o bɛɛ la kɔni a ka gɛlɛn kosɛbɛ n'u sera k'an ka duguw lakana kɔni an bɛ se ka kɔ segin. N'anga dugu lakana n'an bɛ se ka kɔ segin mais sisan kɔni tɛ sa u ka ca. Mɔgɔ caman tɛna sɔn dɛ an bolila cogo min na mɔgɔ caman tɛna sɔn ka taa ni min kɔsɛla ka taa an kɔni tɛ ayi an sera yan ka ban an ka denmisɛn caman bɛ yan an tɛ se ka kɔsɛbɛ ayi an tɛ se ka kɔsɛbɛ dɛ. Malgré ces défis, des retours ont lieu, souvent de manière volontaire. D'autant que le Mali compte à ce jour 223 000 réfugiés et demandeurs d'asile, dont 85 000 restent en attente d'enregistrement. C'est des personnes qui retournent dans leur pays d'origine à travers le rapatriement, qui est aussi une activité qui est organisée où on les accompagne effectivement durant tout le processus pour qu'ils retournent dans leur pays d'origine en toute dignité et en toute sécurité. Cette année, nous faisons face à une diminution des ressources de façon drastique sur le volet humanitaire. Nos partenaires également qui nous accompagnent, notamment l'UNHCR, a des difficultés, des défis vraiment en matière de mobilisation. Donc nous appelons vraiment le monde humanitaire à plus d'efforts et aussi à être avec nous pour afin de soulager effectivement ces nombreuses familles qui ont choisi le Mali comme terre d'asile. Ces rapatriements sont cruciaux, mais posent la question de l'avenir de ces personnes une fois rentrées au pays. Sans perspective économique et sécuritaire, de nombreux rapatriés se retrouvent pris au piège de la pauvreté et de l'insécurité et certains sont contraints de repartir chercher refuge ailleurs. La République démocratique du Congo et le Rwanda ont paraphé un projet d'accord de paix destiné à mettre un terme au conflit dans l'est de la RDC, selon un communiqué conjoint publié ce mercredi 18 juin. Ce texte, élaboré sous l'égide des États-Unis, sera officiellement signé lors d'une réunion ministérielle prévue le 27 juin prochain à Washington. Le récit d'Ibrahim Babi. Réunis à Washington mercredi 18 juin 2025, les experts congolais et rwandais ont paraphé un document préparatoire à un accord de paix sous l'égide des États-Unis. Un pas important qui doit désormais être validé par les ministres des Affaires étrangères des deux pays. Leur signature est attendue le 27 juin avant une possible rencontre au sommet en juillet en présence du président américain Donald Trump. Il aura fallu 3 jours d'échange pour que les diplomates congolais et rwandais parviennent à un compromis, sous l'œil attentif de la secrétaire américaine aux affaires politiques Alison Hooker et sur la base de la déclaration de principe signée le 25 avril dernier, un document baptisé « Accord » avec un A majuscule a été paraphé. Il contient 5 dispositions parmi lesquelles figurent le respect de l'intégrité territoriale et l'interdiction des hostilités, le désengagement, le désarmement et l'intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques ou encore la création d'un cadre d'intégration économique régionale. L'Est de la RDC, riche en ressources naturelles et frontalier du Rwanda, est en proie à des violences depuis plus de 30 ans. Une demi-douzaine de cessez-le-feu et de trêves ont été signés et violés par les parties au conflit depuis 2021.
5 joueuses et 13 membres du staff de l'équipe féminine de basket du Sénégal ont vu leur demande de visa refusée par l'ambassade des États-Unis à Dakar, alors qu'elles sont censées rejoindre leurs coéquipières pour s'entraîner en vue de l'Afro-Basket 2025. Cette mesure est un coup dur pour les Lyonnes, d'autant plus que certaines d'entre elles se trouvent déjà sur place. Smaïla Fani. À quelques semaines de l'Afro-Basket féminin prévu en Côte d'Ivoire du 26 juillet au 3 août, la sélection nationale sénégalaise se retrouve confrontée à un imprévu de taille. 5 joueuses et 13 membres du staff technique, médical et administratif ont vu leur demande de visa refusée par l'ambassade des États-Unis à Dakar. Ce refus, qui touche plus de la moitié de la délégation initialement prévue pour le stage de préparation aux États-Unis, compromet sérieusement les plans de la Fédération sénégalaise de basketball. Une incompréhension dans les rangs de l'équipe qui assure que toutes les formalités ont été remplies en bonne et due forme. Selon le journal Les Records, 11 Lions ainsi que leur entraîneur de nationalité américaine se trouvent déjà sur place. Les entraînements pour l'Afro-Basket devaient en effet commencer cette semaine. Concernant ce refus des autorités américaines, aucune justification n'a pour l'heure été donnée. Mais il se murmure que l'application des restrictions d'entrée sur le sol américain pour certains pays africains en serait la cause. La semaine dernière, une note interne au département d'État américain indiquait que les ressortissants de 25 pays africains, dont le Sénégal, pourraient être interdits de voyager aux États-Unis pour des raisons de sécurité nationale. Et c'est donc tout pour ce 1945. Merci de votre constante fidélité. Le programme continue sur la télé qui vous allume. Bonsoir à tous.